de la compagnie. Un raz-de-marée, une lame de fond sociale, une vague d'émotions. Cette année, on n'a pas eu tous les jours l'occasion de rigoler devant un JT, comme devant le premier de Ruth Elkrief sur BFM TV. Illustration chez un restaurateur parisien avec Anne-Laure Cahen. Oui, en 2005, les journalistes ont été sous pression, et ce, dès les premiers jours de l'année, avec cet événement au retentissement planétaire, le tsunami en Asie du Sud-Est. L'apocalypse au paradis. 13 jours après le tsunami, l'équipe de TF1 a choisi de revenir à l'hôtel Sofitel de Kaolack, ou du moins ce qu'il en reste. C'est devenu le symbole de la catastrophe pour la France. Non, il est super fort comme lieu. Et encore, je ne l'ai pas vu comme mes collègues, avec encore, juste après, des corps partout. Ça devait être très impressionnant. Le tsunami, c'est le cataclysme naturel le plus médiatique de l'histoire. En Thaïlande, c'est la chaîne régionale de Phuket qui a fourni les premières images au monde entier. Beaucoup d'agences de presse à travers le monde nous ont demandé ces images. Et nous, bien sûr, on les a données gracieusement. La directrice de la chaîne a aussi décidé d'ouvrir son studio à une population et à des touristes pris de panique. Une libre antenne afin de rassurer les proches et diffuser les photos des disparus. J'étais triste et je voulais faire quelque chose pour eux, parce qu'ils voulaient vraiment qu'on les aide à ce moment-là. Si la télé ne les avait pas aidés, qui pouvait les aider? Alors pendant 4 jours, on a ouvert l'antenne. Quelques mètres plus loin, à l'entrée d'un temple thaïlandais, une odeur forte et unique, celle des cadavres. Ils sont ici plus de 2000, rassemblés pour une identification. L'accès reste toujours interdit aux familles des victimes. Les journalistes, eux, se succèdent au cœur de cette atmosphère particulièrement pesante. Devant les caméras, des corps sont acheminés dans des caissons réfrigérants. Moi, ce que j'ai plutôt envie de filmer, c'est-à-dire des sacs comme ça avec des corps à l'intérieur, ouais, ça, pourquoi pas. Après, aller filmer les mecs avec la tronche éclatée, ça n'apporte rien en termes d'information. La limite, justement... En tout cas, la mienne, c'est à un moment donné une distance qui se crée entre la personne que je filme et moi, c'est-à-dire le plus loin possible, quoi. Parce que c'est regardable. Enfin, je veux dire, tu peux pas regarder ça au journal de 20h quand tu es en train de manger ta soupe. La presse, de toute façon, n'a pas le droit d'accéder aux salles médico-légales. Bon, il y a des spécialistes qui travaillent, des médecins légistes, des dentistes, etc. C'est un travail quand même qui est minutieux, un travail très particulier. Et il ne faut pas que ce travail donc, puisse être gêné par un élément extérieur. Voilà. Des morts partout. Patrick Fandiot, le reporter de TF1, a déjà été confronté à ce type de situation. Une expérience qui lui permet aujourd'hui de se protéger personnellement. Mais vous n'êtes même pas médecin légiste. Qu'est-ce que ça vous remue à l'intérieur un peu? C'est vrai qu'on essaie de se concentrer sur ce qu'on a à faire en évitant que les émotions particulières remontent et en se disant, bon, le plus tôt on en aura terminé, le mieux ce sera quand même. Vous assurer qu'on est complètement la tête dans le guidon. En revanche, il est tout à fait possible qu'il y ait une sorte de deuxième effet qui se produise une fois qu'on sera rentré, quand on sera bien tranquillement à Paris. Ça, bon, je peux pas dire, moi, quand je suis allé à Madrid, je sais, bon, après les attentats, plusieurs mois après, j'ai eu encore quelques petits cauchemars, quoi. Un contre-coup est toujours possible après le terrain. Quelques rares médias en France ont d'ailleurs leur propre cellule psychologique pour venir en aide à leurs reporters. Pourtant, aujourd'hui, Christian et ses amis ont apporté une aide qui était loin d'être inutile. Des rédactions mobilisées dès les premières heures du drame. En revanche, on ne peut pas en dire autant du reste des programmes. 31 décembre au soir, si le drame de l'Asie du Sud-Est est dans tous les esprits, il n'en est question dans aucune des émissions spéciales Réveillon. Sur TF1 comme sur France 2, c'est comme si rien ne s'était passé. Sur France 2, Patrick Sébastien chante. Et sur TF1, Arthur nous sert son couplet habituel sur Coé. Regardez, on dirait un petit Corée. Ça me fait penser à un autre animateur dans la chaîne. 2 soirées complètement débranchées de toute réalité. Pour cause, elles avaient été mises en boîte un mois avant et ce sera encore le cas samedi avec des émissions Réveillon de la Saint-Sylvestre enregistrées début décembre. Et oui, tous les ans, la télé nous sert le 31 décembre au soir un véritable plat de fête. Une boîte de conserve.
Il faudra attendre plusieurs jours pour que les chaînes françaises proposent enfin des émissions spéciales de soutien à l'Asie du Sud-Est. La première, c'était sur France 2, avec un programme qui n'aura pas eu à rougir de ce que les Américains avaient proposé sur NBC, si eux avaient placé leur soirée sous le signe de la sobriété et de l'espoir. All the stars behind me signed this Red Cross coffee cup. Brad Pitt and Tom Selleck and everybody. So call $2,500. The first one, we'll send you this cup. Sur France 2 aussi, l'optimisme était de mise. Et là encore, une grande retenue dans la réalisation de l'émission. Ils avaient incrusté des images du tsunami pendant les chansons. Des titres qui plus est fort bien choisis et interprétés sans en rajouter. Remarquez, cette chanson fut au moins l'occasion d'une bonne nouvelle dans cette émission. On pouvait constater en direct que Natacha Saint-Pierre ne souffrait d'aucun problème d'angine. L'aluette était de très belle couleur. Rendre hommage aux victimes du tsunami sans verser dans l'alarme facile, c'était pourtant possible. TF1 en donnait la preuve quelques jours plus tôt avec un Qui veut gagner des millions spécial Asie qui apportait la preuve indéniable qu'on peut associer les termes humour et humanitaire. Daniel Rondeau, c'est un écrivain qui écrit des livres. Un sens de la précision qui depuis n'a pas quitté Johnny, comme il nous le prouvait plus récemment dans une autre émission caritative sur France 3 cette fois. J'ai voulu offrir un blouson personnel à moi. Des propos très clairs, quasi didactiques. Johnny aurait fait un excellent journaliste. Très drôle ça. Non, c'est vrai, et en plus c'est la tendance de cette année, tous journalistes grâce aux nouvelles technologies. Petites caméras numériques et téléphones portables font de n'importe qui un reporter potentiel. Parfois c'est pour filmer n'importe quoi, comme dans Confessions intimes. J'ai un panier à linge. Je l'ai pris joli, en plus il décore, comme ça c'est bien. Et parfois, c'est pour donner de l'info, de la vraie. Le 2 octobre dernier, les JT ouvraient sur des images sidérantes. Cet homme en noir qui porte un sac à dos serait l'un des 3 kamikazes. L'un des 3 attentats de Bali a été filmé de l'intérieur par une touriste qui a même suivi à l'image, par hasard, l'un des kamikazes. Alors, le vidéaste amateur est-il en train de devenir un citoyen journaliste? Je pense qu'à partir du moment où c'est un témoignage direct sur un fait d'actualité, on peut considérer que c'est du journalisme. C'est fantastique, c'est formidable, parce que qu'est-ce qu'on demande d'autre que de pouvoir y être en direct? Mais c'est pas suffisant. Nous, notre métier, c'est non seulement de prendre des images, mais d'en faire quelque chose, de donner un sens à ces images. Journalisme ou pas, en tout cas, c'est bien un amateur, Abraham Zapruder, qui a filmé l'assassinat en direct du président Kennedy en 1963 à Dallas. La révolution technologique multiplie les sources d'images, mais à chaque fois, il faut les vérifier. Soit on diligente un journaliste chez la personne qui a le vidéaste amateur pour regarder les images, soit on fait venir la personne avec cette cassette à TF1. On regarde les images, on décide à ce moment-là d'entreprendre une négociation commerciale avec le vidéaste amateur. Il nous est arrivé par exemple d'avoir des gens qui nous proposaient des cassettes, mais nous disant je n'ai pas de quoi vous faire visionner la cassette, vous achetez la cassette, et puis quand vous visionnez la cassette, il n'y a rien dessus, où il y a des photos de vacances à la plage. D'après France 2, certaines images peuvent atteindre 2-3 000 € la minute. À l'étranger, ce sont les chaînes elles-mêmes, comme ici BBC World, qui sollicitent les téléspectateurs. Pouvez-vous envoyer un email à la BBC, toute image ou témoignage sur Bali? Ce type de filmage, de tournage par des amateurs, par des gens qui ne sont pas qualifiés journalistes, peut justement mettre en brèche cette volonté qu'a le pouvoir, d'une manière générale, à essayer de faire de l'information sa communication. Donc je trouve ça très bien. Vous savez, en Irak, les GIs, aujourd'hui, n'ont plus le droit d'aller sur des opérations avec des téléphones portables qui font aussi appareil photo aux caméras. Les portables, c'est l'autre révolution technologique. Le 7 juillet dernier, jour des attentats à Londres, la BBC a reçu dans la journée 1000 photos et 20 vidéos amateurs. C'est une transformation complète du panorama de l'image brute. Pour autant, ça suppose un certain nombre de dangers. D'abord, de faire une sorte de vidéogag gore, c'est-à-dire de provoquer l'événement pour pouvoir émettre des images. Parce que n'oubliez pas qu'un certain nombre de ces particuliers vendent ces images. Autre danger, la chasse aux people. Le top modèle Kate Moss s'est fait filmer à la sauvage par un portable en train de se faire plusieurs lignes de cocaïne. Le Daily Mirror a racheté la vidéo et l'a monnayée ensuite 30 000 €. S'il y a bien un événement cette année pour lequel ces images amateurs n'auraient servi à rien, c'est la mort du pape. Pendant toute l'agonie du Saint-Père, des milliers de caméras à Rome.
Et parmi ces équipes, de nombreux journalistes français qui ont eux aussi attendu longtemps, très longtemps. Tout ça pour qu'au final, le jour J, la France soit l'un des derniers pays d'Europe à annoncer la mort du pape. Dès 21h54, soit 17 minutes seulement après son dernier souffle, la RAI en Italie donne l'info. Il pape est mort. 21h59, toujours rien en France, quand la chaîne RTL en Allemagne interrompt ses programmes. Papst Johannes Paul II ist tot. 22h01, l'info arrive enfin sur une grande chaîne hertzienne française, mais contre toute attente, ce n'est ni sur TF1 ni sur France 2, mais sur M6 avec ce bandeau déroulant. Solution astucieuse pour donner l'information rapidement sans casser son antenne. Et puis en plus, ça coûte pas cher. Bah oui, on est comme ça chez M6, jamais de problème, rien que des solutions. Sur les autres chaînes, des flashs spéciaux pour annoncer la mort du pape. D'abord sur TF1, puis 50 secondes plus tard sur France 2. Le Vatican vient de le faire savoir par communiqué. Jean-Paul II est mort à 21h37. Mention spéciale à Arte qui s'était réveillé seulement 50 minutes après la mort du pape pour nous annoncer tranquillement qu'il proposerait une édition spéciale le lendemain soir. Sur les autres chaînes, la disparition de Jean-Paul II se met donc une belle zizanie dans les programmes. TF1 diffusait un grand classement quand la rédaction a pris l'antenne. Et qui s'est fait couper la parole à cette occasion? Eh bien, toujours le même. Un fils naturel, un frère naturel. Sur France 2, c'était une soirée SIDAction avec au menu de nombreux duos. 40 artistes qui vont chanter en duo. 20 duos, c'est ce qui était prévu. 16, c'est ce que l'on aura vu. La mort du pape a conduit à raccourcir l'émission. Exit donc Catherine Lara et Patrick Fiori, qui avaient pourtant fait l'effort de venir dès le début de l'émission. Mais ils avaient bien dû comprendre que France 2, confronté au choix, avait préféré privilégier les chansons à texte. Michel Delpech, que Daniela, concentrée à écouter son oreillette, avait confondu avec un autre Michel, une toute petite boulette de rien du tout. Le vrai Michel Berger qui est avec nous ce soir. Ce 2 avril fut donc une soirée légèrement infernale pour les médias, mais la fin de Jean-Paul II ne faisait que marquer le début d'un véritable chemin de croix pour les journalistes, la couverture de ses obsèques. 20 mètres carrés pour une vingtaine de personnes, c'est ce que TF1 a trouvé de mieux à louer à la RAI. Ici, les journalistes fournissent 6 à 8 sujets par jour et c'est pas si simple. Nous sommes ici à peu près 150 mètres du Vatican. Quand on veut partir en reportage, on est obligé de fondre cette foule, ce qui rallonge énormément le délai. Et donc ça, c'est un paramètre avec lequel on doit jouer, qu'on n'avait pas du tout prévu. Démonstration. Bénédicte Delfaux fait un reportage justement sur cette foule interminablement patiente. Tu sais, Olivier, ça paraît un peu délirant, mais j'aimerais bien rentrer dedans. Tu déconnes? Non. Finalement, elle renoncera. Bon voilà, là nous rentrons donc dans les locaux privatifs de TF1. Le studio. Le seul appartement que loue TF1, c'est d'abord pour en faire un studio, mais surtout pour profiter des joies de sa terrasse. Là on pourrait faire un journal complet depuis Rome vers Paris sans problème. Nous avons loué cet appartement il y a 3 ans et pendant un an et demi, ça n'a servi à rien, puisque c'était là en attendant de pouvoir installer toute la technique dedans, mais il fallait s'y prendre vraiment à l'avance. Pour une terrasse de ce genre, les prix ont été multipliés par 10 ces 6 derniers mois. ABC et CNN en savent quelque chose. Là, on a une chaîne américaine qui a également loué ici, qui est sur l'autre terrasse. Ça, c'est la terrasse de la ZDF. 4000 journalistes sont venus du monde entier couvrir les obsèques du pape Jean-Paul II, mais beaucoup n'ont pas les moyens de TF1 et pour avoir une vue sur le Vatican, il faut s'agglutiner sur une estrade. Ça, c'est mon bureau. C'est là que j'écris mon texte. Ici, c'est tellement étroit, on est tellement serré qu'on ne peut même pas bouger. Parce que les caméramans des autres télévisions nous disent « Bouge-toi de là !» Retour à la rédaction de TF1. Une toute petite partie de ce qu'ils ont reçu de lui. Le journaliste propose à Patrick Poivre d'Arvor un sujet sur les pèlerins qui ne pourront plus voir la dépouille du pape. La file dès 22h. Donc ça veut dire qu'à partir de 22h, plus personne n'aura accès à cette file. Donc je crois que ce soir, c'est ça le sujet. Enfin, le sujet, le thème. À moins que tu veuilles autre chose. Et le présentateur dispose. Tu préfères le conclave, d'accord, ok. D'accord. Deuxième grand titre de l'actualité ce soir, l'annonce par le Vatican de la date de conclave des cardinaux. Selon quel rite, Maurice Olivari? Écoutez, ça signifie tout simplement qu'à partir de lundi matin, eh bien, les 116 cardinaux électeurs seront enfermés. 8
8 avril au matin, les obsèques de Jean-Paul II vont constituer le paroxysme du travail de correspondant à Rome. Ça fait 13 ans que j'attends, que je redoute, que je crains, avec des cauchemars, cet instant. Un peu comme un compte à rebours. Et puis là, ça arrive. J'ai toujours pas réalisé que c'était arrivé. Cette fois, TF1 a réservé à la Rai un espace à prix d'or, place Saint-Pierre, car la chaîne propose 4 heures de spécial. En arrivant, j'ai eu une petite angoisse parce que regardez, les pompiers. On s'est dit, est-ce qu'on va pas être gêné par cette image? Et puis finalement, regardez, je les cache parfaitement. Et on peut voir l'image là. L'image. Voilà. Et Maurice tout seul à l'antenne. Maurice? Oui, Charles, 2 mots pour vous dire exactement l'endroit où nous nous trouvons. Dans la foulée des obsèques, les chaînes américaines se sont ruées vers la fabrication de téléfilms. Début décembre, CBS a diffusé 4 heures de téléfilms, ABC 2 heures, et à chaque fois une compilation de scènes clés de la vie de Jean-Paul II. Ces 2 films ont été truffés de pubs et de bandes annonces. Une télé locale de Seattle en a même profité pour vendre son édition Spécial Miracle. ABC, elle, a promu une enquête de sa journaliste vedette Barbara Walters sur le paradis. Côté audience, en revanche, un score médiocre. Même Jean-Paul II n'a pas le pouvoir de multiplier les téléspectateurs. Si cette année, certains journalistes se sont parfois sentis très seuls. Ah, on n'a pas de générique. On n'a pas de générique? Non. Alors, on n'a pas de générique. Bon, ben c'est pas grave. Et d'autres carrément abandonnés. 100% foot, c'est dans quelques instants. À tout de suite. Il y en a une qui, au contraire, a bénéficié du soutien de tous. Florence Omna, journaliste de Libération, détenue pendant plus de 5 mois en Irak. 5 mois de mobilisation en France pour obtenir sa libération. Pétitions, concerts, tractations diplomatiques. Rarement l'adage loin des yeux, loin du cœur ne se sera révélé aussi faux. 6 janvier, 18h, le journal Libération annonce avoir perdu la trace de son envoyé spécial à Bagdad, Florence Omna, et de son interprète. La reporter était en Irak pour couvrir les préparatifs des élections. Dans l'après-midi, on a commencé à s'inquiéter. On a appelé donc l'hôtel, la famille qu'on connaît bien de l'accompagnateur, là, Hossein El Saadi, avec lequel on travaille depuis des mois, sinon des années, 2 ans pratiquement. Et sa femme non plus n'avait pas de nouvelles de lui. Donc, elle a eu un appel vers 11h30 midi en lui disant je suis en reportage avec Florence. Et puis depuis ce temps-là, on n'a pas de nouvelles d'elle, on ne sait pas. Un mois après, la mobilisation est générale, les artistes en tête. C'est bien qu'on soit là, qu'il y ait des gens un petit peu comme ça connus, qui soient des haut-parleurs de cette volonté, je pense, qui est au-delà de la libération de Florence, qui est de vouloir maintenir le droit à l'information. Surtout ne désespère pas, jamais. Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco n'y accostera. Le 1er mars, enfin une preuve de vie, même effroyable. Une vidéo dans laquelle on voit Florence Omna a été déposée à l'agence Reuters de Bagdad. Il y a un côté soulagement parce qu'on a vu Florence vivante. On l'a vu dans les conditions que vous avez tous vues, une détresse totale. Hein, c'est des images terribles. Mais au moins après 2 mois de brouillard, 2 mois de nuit, 2 mois de silence, on la voit. 2 semaines après, enfin un signe encourageant, le discours officiel change. Les services officiels français ont connu une accélération des contacts et des informations qui nous permettent aujourd'hui d'avoir quelque espoir. Davantage d'optimisme aussi dans les propos de Serge July après sa visite de 3 jours à Bagdad. Visite durant laquelle il lance un appel aux ravisseurs. Un appel à ce qu'ils engagent immédiatement des négociations avec l'ambassade de France. En France, la mobilisation prend chaque semaine un nouveau visage et les manifestations de soutien se multiplient. Nous, au comité de soutien, c'est voilà, on travaille, on est là, on continue à faire pression parce que je pense qu'il faut tous les jours encourager ceux qui travaillent ou bouger ceux qui ne travaillent pas encore. Au 100e jour de détention, 100 torches de l'espoir sont brandies sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro. La loi du tapage est comme toujours, et surtout dans ce genre de circonstances, utile et nécessaire. Ça ne suffit pas, mais c'est nécessaire. Et puis vient le 11 juin. Tous les médias convergent vers Libération qui n'a jamais aussi bien porté son nom.
Moi, je l'ai appris par un petit SMS cette nuit, en fait. Et donc, j'ai quasiment pas dormi de la nuit parce que j'étais excitée comme une puce. Et en même temps, c'était un secret. Il fallait que ça reste un secret, etc. Pour pas... enfin, on savait que ça allait être annoncé de façon officielle à partir du moment où elle serait dans l'avion à Bagdad. Et donc, moi, je tenais pas en place. Toute la nuit, j'étais excitée à l'aube. J'ai mis les radios et tout. J'arrêtais pas d'écouter la radio pour savoir si, ça y est, c'était officiel ou pas. Dans les rédactions, la rumeur de la libération des 2 otages courait depuis la veille, mais rien n'avait filtré avant que le communiqué officiel ne tombe à 10h32. L'information vient de tomber. Florence Obna et Hussein Hanoun sont libérés après 158 jours de captivité. Pendant 5 mois et demi, les médias ont distillé au compte-gouttes les informations sur le sort de Florence Obna et d'Hussein Hanoun par peur de faire capoter les négociations. Même si nous n'avions pas beaucoup d'informations, on n'a pas énormément protesté. Je crois qu'on a fait un peu confiance d'abord à ce que nous demandaient les responsables de Libération, et notamment Serge July. On a aussi fait preuve de responsabilité à l'égard des responsables politiques, en les laissant travailler quand ils nous demandaient le silence ou ne pas divulguer telle ou telle information. Des médias responsables et pourtant pas si mal informés que cela. Il n'y a pas eu de course au scoop. Tous les journaux ont eu un certain nombre accès à de nombreuses informations. Et le tapage médiatique a payé. Au total, 44 clips ont été diffusés. Les télés arabes ont relié le message. La chaîne libanaise LBC d'abord, puis Al Jazeera, Al Arabiya, Al Manar. Ce qui était fort avec LBC, c'était qu'on était non pas sûr de toucher Florence et Hussein, on n'était pas sûr de les toucher. Mais on était sûr, certain de toucher les ravisseurs. On impute ça au groupe islamiste. Moi, étant islamiste, je pense que, d'abord, ça ne doit pas être dans notre intérêt. Ça ne fait pas l'intérêt des musulmans, si vous le voulez. À son arrivée à Paris après 158 jours de calvaire, Florence Obna a confirmé que ces images étaient parvenues jusqu'à elle dans sa cave irakienne. On est tellement content quand on voit ça accroupi par terre. Et c'est pour ça que je tenais à remercier absolument tout le monde ici, parce que c'est vraiment une aide formidable. La médiatisation soulève toujours la polémique. Pour les uns, elle parasite les négociations. Pour d'autres, elle sauve des vies. C'est le cas de Florence Obna. Un otage avec de la valeur est un otage qui passe à la télé. La libération de Florence Obna ne doit pas en tout cas faire oublier qu'il reste encore aujourd'hui plusieurs journalistes retenus en France. Ceux du journal de la nuit de France 2. Jean-Claude, Laurence, voilà des années maintenant que dans l'indifférence générale, ils sont enfermés toutes les nuits dans ce minuscule studio, devant supporter à minuit passé le supplice du siège qui grince. Par l'opposition qui dénonce. Cela dit, faire le journal de la nuit présente un avantage pour Laurence Piquet. Si vous la voyez souvent avec sa veste en cuir top fashion, c'est parce que direct après son édition, elle fonce en boîte et devient l'espace de quelques heures la star qu'elle aurait dû être au niveau mondial. Laurence aurait dû continuer dans la chanson, c'était sympa ce qu'elle faisait. Vous mentez. Laurence qui n'est pas la seule star de l'info, il y a aussi Claire Chazal sur TF1, une grande vedette dont les invités connaissent parfaitement le nom, surtout Thierry Breton, le ministre de l'économie. Le maître mot, Claire Chazal. Claire Chazal, ceci, Claire Chazal. Mais Claire Chazal, qui sont les 10 nouveaux pays, Claire Chazal? On ne pourra pas les convaincre, Claire Chazal. Mais parmi les stars de l'info, il n'y a pas que... Claire Chazal. Non, il y a aussi... Christine O'Krent. Madame O'Krent. Christine O'Krent, une grande journaliste, mais aussi sans conteste la plus brillante des Claudettes. Mais l'info à la télé, ce n'est pas que des stars, c'est aussi des journalistes qui travaillent dans l'ombre, sur le terrain, des reporters plus que jamais exposés au danger cette année. Pas d'incident majeur dans les bureaux de vote de la capitale. Reportage de nos envoyés spéciaux Martine Laroche-Joubert, Patrick Desmully. Mi-octobre, pour la première fois depuis le début de l'année, une vingtaine de journalistes français retournent en Irak pour couvrir le référendum et le procès de Saddam Hussein. Après la prise d'otage de Florence Obna, les rédactions et le Quai d'Orsay n'ont qu'une obsession, limiter les risques d'enlèvement. Le premier conseil, dans la mesure du possible, c'est de s'assurer les services d'une société de protection. Deuxième élément, c'est de limiter le plus possible les déplacements. Alors, je sais bien que c'est un peu compliqué, mais il faut éviter de trop se déplacer dans certaines zones. Troisièmement, bien choisir son lieu de résidence. On sait très bien qu'il y a des hôtels qui sont plus dangereux que d'autres. Pour la première fois, une société de protection privée, française d'ailleurs, escorte 4 médias français à Bagdad. RTL, Radio France, Le Figaro et le Journal du Dimanche se partagent une facture de 16 000 € la semaine.
ces spécialistes sont en relation perpétuelle avec les autorités américaines et les autorités irakiennes, connaissent très très bien Bagdad et ont bien sûr des informations privilégiées pour éviter à notre journaliste de faire des erreurs. Olivier Jay est l'envoyé spécial d'RTL à Bagdad. Il y a toujours deux voitures, une voiture blindée dans laquelle se trouve le responsable, on va dire, de l'agence de sécurité, qui est un Français. Avec lui, il y a un chauffeur qui est un Irakien. Et à l'arrière se trouvent les journalistes. Et derrière, il y a une autre voiture qui nous suit discrètement avec à l'intérieur des Irakiens. Donc tous ces gens sont évidemment armés, mais on ne voit jamais les armes. Mais peut-on vraiment travailler dans ces conditions? Dans le doute, Europe 1 n'a pas envoyé de journaliste à Bagdad. On ne voit pas comment un journaliste accompagné de 2 ou 3 gorilles armés peut aller au contact de la population, aller faire du reportage, aller faire son métier dans ces conditions-là. Ça nous est pas paru possible. L'escorte en elle-même, elle ne nous prive pas du contact des gens. Ce qui a changé, c'est que pour ce qui est des reportages dans la rue, on va dire, qui pourraient ressembler à des micro-trottoirs ou dans les marchés, ça, on ne le fait plus. C'est trop dangereux. Mais le fait d'avoir une escorte change une chose essentielle. On n'a pas peur d'être kidnappé. France 2, elle, a trouvé une autre parade. Partir à Bagdad en étant incorporé avec les troupes américaines, c'était évidemment éliminer ce risque. De même qu'au Kurdistan, il ne s'est jamais produit finalement d'enlèvement. Donc ça permet à la fois, si vous voulez, de rendre compte par des reportages que nous n'avions plus depuis pratiquement plus d'1 an, de la situation complexe de ce pays, sans prendre trop de risques. Le risque zéro n'existe pas, évidemment. 75 journalistes ont été tués en Irak depuis le début de la guerre, autant que durant 20 ans de guerre au Vietnam. Ce conflit-là est devenu irrationnel. Cela dit, pas besoin d'aller en Irak pour être confronté au danger. Au mois de novembre, il suffisait de se rendre à quelques kilomètres de Paris, dans une des banlieues en proie aux émeutes, pendant que les politiques parlaient tous à la télé, souvent avec passion, généralement sans solution. Les journalistes, eux, faisaient leur métier, toujours avec difficulté. Des images de guérilla urbaine tournées chaque soir aux côtés des CRS avec d'indispensables casques de moto sur la tête. Le plus grand danger pour nous, et également pour les policiers, ils le disent eux-mêmes, c'est les boules de pétanque. Ce sont les boules de pétanque qui tombent des toits ou qui sont jetées. Le problème, c'est qu'après, dès qu'on veut aller voir des habitants, parce qu'on est souvent avec les policiers, donc on veut voir aussi l'autre côté, on va voir des habitants, et là, forcément, les squads de CRS, elle n'attend pas. Donc on reste en arrière, 50, 100 mètres en arrière, pour parler avec des gens, et c'est là où c'est le plus tendu. Il faut donc rester sur ses gardes, car la situation peut dégénérer rapidement. Est-ce que vous avez l'impression que... Bonsoir. Chaque nuit, feu, affrontements, caillassage, casseurs contre policiers. Au bout d'une semaine, les médias parlent de contagion, d'embrasement et jouent malgré eux le jeu de la minorité qui sème le trouble. Des images quotidiennes, limite sensationnelles, envahissent nos écrans, puis se font plus rares. Car dans toutes les rédactions, on en est ensuite arrivé au même constat. Rendre compte des événements importants, montrer qu'il y a des malaises évidents en banlieue, qu'il y a de la violence en banlieue, c'est évidemment notre travail. Après, quand on a l'impression d'être instrumentalisé ou de participer à des opérations de surenchère avec des images spectaculaires faites pour les télé-journaux de 20 h, on dit stop, on ne participera pas au show des banlieues. Surtout ne pas en rajouter, même consigne du côté de TF1. En fait, 2 dangers guettent la presse. D'un côté, la récupération politique, de l'autre, la manipulation de la part des casseurs pour qui les médias n'ont plus beaucoup de secrets. Tous nos reporters qui sont sur le terrain nous disent qu'ils tous ces jeunes et moins jeunes savent exactement ce que tel journaliste a dit sur telle chaîne de télévision, sur telle radio ou dans la presse écrite. Ils ont vraiment une bonne connaissance de l'outil télévision, de l'outil radio, mais surtout de l'outil télévision, puisqu'à la force de ces images, ils savent ce qu'ils peuvent en faire. Le traitement des problèmes des banlieues reste pour les politiques comme pour le PAF une question récurrente et un impossible dosage. Si on en parle, on sait que quelque part, on va augmenter la pression sur l'événement et on va peut-être le faire un petit peu perdurer. Et si on n'en parle pas, on ne fait pas notre boulot et je peux vous assurer qu'on nous le reproche. Le maire de Rosny-sous-Bois, lui, aurait préféré qu'Envoyé spécial n'en parle pas. Dans une lettre envoyée au président de France Télévisions et au CSA, il s'interroge sur la coïncidence entre la présence de l'équipe de France 2 et l'explosion des violences dans sa ville. Passer 3 jours avec
les jeunes du quartier qui sont censés produire les images attendues par ceux qui doivent les filmer me semble extrêmement choquant. L'équipe de télévision présente sur tous les feux de la ville au bon moment, c'est plus que de l'information. Pour vous, c'est de la réalisation. Je crois qu'il y a un journaliste, celui qui a fait le reportage, qui va effectivement engager des poursuites contre cet élu. Là, en l'occurrence, on tient à la disposition de tout le monde les rushs de tournage de l'émission. On entend justement le journaliste dire à des jeunes, si jamais vous commencez à vous livrer à des violences pour qu'on les filme et pour vous faire de la pub, on s'en va. Donc franchement, je crois qu'accuser cette équipe d'avoir envenimé les choses ou déclenché des incidents, c'est de la mauvaise foi qu'on ne s'explique pas. Arlette qui aura elle-même dû souvent gérer sur le plateau de mots croisés cette année des ambiances tir croisés. Bien sûr. Vous ne le prendrez pas mal, Arlette, si on vous dit que souvent on ne comprenait rien à ces débats. Mais non, je vous en prie. D'ailleurs, elle-même n'en pouvait plus. À plusieurs reprises, elle nous avait semblé particulièrement à cran. Je vous pose la question. Comment il n'y a rien à dire? Bah si, vous êtes déjà découragé. Une exaspération telle que parfois, elle n'écoutait même plus ce que racontaient ses invités. Eh oui. Pendant qu'ils s'écharpaient en plateau, elle s'échappait dans sa tête en pensant à ses prochaines vacances. Depuis, Arlette a arrêté Mots Croisés. Maintenant, elle s'occupe d'À vous le juger, encore une émission politique, mais totalement différente de Mots Croisés. Le principe des invités soumis en prime time aux questions des téléspectateurs. Arlette fait donc sa difoule en animant une sorte de libre antenne avec des jeunes au téléphone. Je crois que Morissette doit être avec nous. Elle s'est même inspirée de l'animateur de Skyrock dans sa manière de parler. Dites plus connard, c'est fini. Ça leur plaît ça à la direction et ils trouvent pas ça un peu trop teenager? Ils sont super contents. De toute façon, le jour où ça leur plaira plus, Arlette leur dira bye bye. Arrêtez l'antenne, ça lui fait même pas peur. Ça va vous faire rire, mais moi je suis pas ni une accro du prime time. J'aime bien faire des émissions quand elles sont intéressantes, mais comme je dis souvent, si j'en fais plus un jour, j'en mourrai pas. Donc voilà, donc on fait autre chose. À un moment, on tourne la page, on va faire d'autres choses intéressantes. Ce qui est important, c'est d'être passionné évidemment et intéressé par ce qu'on fait. Autre équipe de télé en plein champ de bataille, c'était à l'automne sur France 2, Télématin, le 4 octobre, jour de grève à France Télévisions. Ça se voyait à peine à l'antenne. Nous sommes en octobre 1955. C'est ça, une époque où les génériques n'existaient pas encore. Ah, on n'a pas de générique. On n'a pas de générique? Non. Alors, on n'a pas de générique. Une matinée faite de problèmes que Françoise aborde en direct. Elle n'hésite pas à nous dire ses 4 vérités. Nous faisons Télématin dans ce studio un peu particulier de la Régie Finale, où comble de joie et de bonheur, un certain nombre de lampadaires ont explosé pendant cette nuit, et donc on est un peu dans le noir. Un peu, non. Complètement, oui. William était enchanté. Oui, comme tout le monde. Après une matinée, une soirée de tous les dangers pour une rédaction, celle de BFM TV, lancée le 28 novembre dernier sur la TNT. BFM TV, 18h, Ruth Elkrief. Ce soir-là, Ruth Elkrief était très contente. Elle n'arrêtait pas de sourire. Après les reportages... aux élections législatives du 15 décembre. Mais aussi avant les sujets. Illustration chez un restaurateur parisien avec Anne-Laure Cahen. Notre sujet dans une seconde sur la TVA à 5,5%. Un sujet, oui, mais pas le bon. Il y manquait les commentaires. Mais pour autant, Ruth ne s'est pas énervée. Pas de bol, c'est sûr. En même temps, des problèmes techniques pour une première, c'est normal, ils sont excusés. En revanche, M6, ça fait longtemps que c'est plus une chaîne qui débute. Et pourtant... 100% foot, c'est dans quelques instants, à tout de suite. J'espère que c'est parti. Mais l'info en 2005, c'est aussi une chute. Non, pas Jane Munson. Elle a beau être bilingue, elle n'a jamais présenté le CBS Evening News. Cette chute, c'est celle de Dan Rather, parti à la retraite après une légère boulette. Le 9 mars, la chaîne ABC a osé. Dans son journal du soir, elle a titré sur la concurrence. And good night to a competitor who was very tough indeed. Sur CBS, c'était donc l'heure des adieux. Dan Rather, 73 ans, tirait sa révérence après 24 ans de JT, un record. Quelques mots de fin, presque comme un prêche. To the oppressed and to those whose lot it is to struggle in financial hardship
or in failing health. To my fellow journalists in places where reporting the truth means risking all. And to each of you, courage. For the CBS Evening News, Dan Rather reporting. Good night. Plus de 2 décennies au JT, 43 ans de carrière à CBS, Dan Rather était sur tous les coups et il n'hésitait pas à se mettre en scène. Pourtant, le monument journalistique se lézarde à l'automne 2004. Dan Rather diffuse un reportage sur le service militaire du président Bush. Il s'appuie sur un faux document. Scandale, excuse publique. Officiellement, cette affaire n'a rien à voir avec son départ prévu pourtant 1 an plus tard. Officieusement, personne n'est dupe. Pour autant, Dan Rather ne raccroche pas complètement les gants, il reste reporter. Ultime pied de nez pour son dernier JT, il a battu les journaux concurrents d'ABC et de NBC, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 16 ans. Dan Rather reporting. Good night. Des adieux aussi déchirants que ceux-ci, c'est rare qu'on voit ça à la télé française, à part chez nous, dans Plus Clair, avec en juin dernier le départ de Daphné Roulier. Je remercie tous ceux qui m'ont accompagné tout au long de ces années, de ces émissions. Très bonnes vacances à toutes. Et d'ailleurs, ce n'est pas son seul point commun avec Dan Rather. Elle aussi avait raconté n'importe quoi avant de partir. Je souhaite à Marie Drucker autant de bonheur que j'en ai eu à présenter cette émission pendant 4 ans. De l'info à l'intox, il n'y a donc qu'un pas. Et certains s'amusent à mélanger les deux au nom de l'audience. Chez les A, ça se traduit par une sobriété déconcertante, comme sur NT1. On va tout vous dire pour vous faire peur. Corruption des élites intellectuelles, corruption des fonctionnaires et des journalistes, corruption des hommes politiques. Chez les autres, c'est le bon goût qui est de rigueur. Exemple, affaire de famille sur M6. Mon enfant est en prison, c'est juste après la pub. L'information s'écrit donc aujourd'hui de plus en plus comme un spectacle. Pas étonnant à ce titre que même la télé-réalité se rêve journaliste. Les images de Guantanamo sont rares. Derrière ces grilles, des centaines de prisonniers soupçonnés de terrorisme. Les autorités américaines se font discrètes sur ce qui se passe dans la prison. Les journalistes britanniques ont donc enquêté. Leurs conclusions, ils les ont livrées à travers un reality show diffusé sur Channel 4. 7 volontaires anglais, dont 3 musulmans, ont accepté de vivre dans les conditions de détention de Guantanamo durant 48 heures. Et ça commence très fort. L'idée ici était d'enquêter, de découvrir exactement ce qui pouvait se passer là-bas, quel type d'interrogatoire était mené et de recréer ça. De le montrer au public et de le laisser juger par lui-même, de décider si ces méthodes sont acceptables ou pas. It is the middle of the night, but the guards wake the volunteers with the morning call to prayer. Pour reconstituer les conditions de détention, la production s'est fondée sur des documents du FBI et du Pentagone, mais pas seulement. On a eu recours à des conseillers, des experts médicaux qui avaient déjà travaillé pour l'armée. Ce qui est intéressant, c'est que nos conseillers en médecine nous ont dit qu'il était impossible de reproduire toutes les méthodes utilisées à Guantanamo parce que cela serait trop dangereux. Et même sur seulement 48 heures, il y a des risques de dommages irréparables. 3 volontaires ont capitulé avant la fin, parmi eux Christopher. Le froid, la privation de sommeil, les bandes-sons aliénantes et les interrogatoires à répétition ont eu raison de lui au bout de 40 heures. Nous l'avons retrouvé à Oxford, dans l'un des plus prestigieux collèges d'Angleterre, où il étudie la politique. Beaucoup de gens restent à la maison et écoutent nos hommes politiques dire « Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de votre sécurité ». Et ils pensent « Bon, très bien, je les crois ». Je voulais comprendre vraiment quel était le prix de cette sécurité pour voir si ça valait la peine. J'ai fait l'expérience et finalement, je crois que le prix à payer est trop important. Ça ne vaut pas le coup. Gentlemen, for you, the exercise is over. Au total, pas de record d'audience pour Channel 4 qui a fait un score médiocre ce soir-là. Et surtout, les femmes ont totalement déserté le programme. En France, on n'en est pas encore à des images si violentes dans les émissions de télé-réalité. Encore que... On a parfois assisté dans la Starac à des scènes limite effrayantes.
Ça va beaucoup très bien, beaucoup très bien. Le château de Dammarie-lès abritait bien, c'est vérifié, des armes de destruction massive. On n'a que l'amour pour parler au canon. Voilà, on se retrouve demain à 12h35 pour la suite de l'année des médias 2005, une année pleine de nouveautés. Comment faire du neuf avec du vieux? On voit ça demain dès 12h35. Bonne journée.